Dans ce premier épisode, vous allez découvrir les rhums HSE de l'habitation Saint-Étienne située au Gros Morne. Vous verrez que celle-ci est très portée sur l'innovation, mais aussi sur l'art. La boutique en elle-même est une galerie d'art. Vous allez le constater par vous-même. Bienvenue à la distillerie HSE avec Lionel et Sophie. Bonjour à tous. Bien. Alors HSE fait partie du groupe Olmex. Donc c'est un groupe qui nous permet en fait de maîtriser le rhum du début à la fin. C'est-à-dire depuis le champ de canne jusqu'à la bouteille chez le distributeur, on va dire. Donc on a une société qui s'occupe, une société agricole, qui s'occupe de la canne, de la plantation, la récolte de la canne. On a notre distillerie, c'est la distillerie du Simon, qui se trouve au François. Et ensuite on a HSE qui s'occupe de la partie préparation des rhums, mise en vieillissement de ce qui est du rhum vieux, et ensuite mise en bouteille et commercialisation pour la partie Martinique, Antilles et Guyane. Et ensuite on a un distributeur en métropole, la société Valois, qui s'occupe de la distribution en métropole et dans le reste du monde. Voilà. Donc notre travail ici à HSE, et particulièrement le mien, maître de chef de HSE, c'est une fois le rhum blanc distillé par le Simon réceptionné, c'est de le préparer pour les différents usages, les différents lots que nous devons mettre en bouteille. Donc les opérations de sélection, d'assemblage et de réduction sont faites à HSE. Alors, l'assemblage, c'est le fait de, on va dire, mélanger deux ou plusieurs lots. Et la réduction, c'est le fait de ramener le rhum au degré de commercialisation. Les rhums AOC sont distillés entre 65 et 75 degrés. Majoritairement, la distribution, on a des rhums à 72-73. Donc après, l'opération de réduction consiste à ramener ces rhums-là au degré de commercialisation. Sur du 55, sur du 50, pour ce qui est du blanc. Et ou alors, ce rhum blanc exceptionné du Simon, on le met en vieillissement. Donc pour minimum 12 mois pour un élevé sous bois et minimum 3 ans pour un rhum vieux. Voilà. Sur quel type de canne vous travaillez? Sur quelle variété? On est multi-variétés. On a notre grande exploitation agricole canne à sucre qui fait plusieurs variétés. Et puis on travaille bien sûr avec d'autres petits planteurs qui nous amènent de la canne aussi loin. Donc on a plusieurs variétés. On a quand même une cuvée qui est monovariétale, puisque ce sont les cannes du Gros Morne, donc la R570, voilà, qui du coup voilà, fait partie de notre gamme des rhums blancs premium et il s'appelle donc le Parcellaire. D'accord, qui est très sympathique. Voilà, monovariétal. D'accord. Qui est très apprécié d'ailleurs. Oui. Très sympathique. Comme, Effectivement. voilà, comme la cuvée Canne d'Or aussi qui a beaucoup plu aussi. La cuvée canne. Non, mais c'est celle-là. C'est celle-là. C'était en 2016, je crois, Voilà. peut-être. Canne d'Or, c'est le nom qu'on lui a donné. D'accord. C'est le nom, on va dire,
familier de la Familier. R. On aurait pu l'appeler le R570. Voilà. C'est moins sexy. Voilà. Et par rapport à vos ROM vieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous découvrent par rapport à vos ROM vieux, alors forcément par les définitions du monde, comment vous est venue l'idée de travailler sur justement définition, parce que c'était pas très commun à l'époque où vous avez sorti de travailler sur définition. Quelques-uns faisaient des définitions par-ci par-là, mais sans trop le mettre en avant. Et vous avez vraiment travaillé une gamme définition du monde avec du Porto, du whisky, etc. Comment vous est venue l'idée de travailler sur cette gamme-là? Alors la gamme définition, en fait, elle est née je dirais, de rencontres entre des producteurs de spiritueux lors de différents salons et de notre directeur technique, maître de chaire, responsable commercial, de rencontres et de bonne entente, on va dire. Et en fait, l'idée a été de proposer à ces producteurs de spiritueux un échange de fûts, tout simplement. Donc, ils nous préparent une sélection de fûts, de Porto pour Porto, d'Islay pour l'Islay, et nous, en échange, on leur prépare une sélection de rhum, de fûts, de rhum fût HSE, alors on voyage. Donc, les fûts, bien sûr, nous arrivent vides, hein, et on sélectionne donc pour cette gamme de finition des lots qui ont 5 ou 6 ans ou plus, puisque les finitions c'est entre 6 mois et 1 an, 18 mois. Donc en fonction de la destination, on sélectionne des lots de vieux qui ont déjà, je dirais, fait leur cursus traditionnel HSE dans des fûts de Bourbon. Et on les fait terminer les quelques mois ou quelques années de vieillissement qu'il leur reste dans ces fûts d'occasion, pour l'occurrence, ces fûts de finition où le rhum va extraire en fait les tanins du spiritueux contenu dans le fût d'occasion. Et tout le savoir-faire effectivement du maître de chez, de son équipe, c'est effectivement de pouvoir choisir un lot le mieux adapté, je dirais, au fût choisi. Donc on va choisir le meilleur lot, du moins le lot le plus adapté pour s'extraire le mieux possible dans un fût de Sauterne et y avoir la plus belle expression. C'est ça. Si on peut vous poser une question technique, alors pourquoi faire une finition, donc c'est-à-dire pour expliquer aux gens, donc en fait par exemple, si je ne dis pas de bêtises, les premières cuvées de finition, de finition du monde, c'était des 10 ans, 11 ans, fini 6 mois en fût. Donc pourquoi ce choix et pas par exemple une double maturation ou directement mettre à vieillir dans le fût de Porto, le fût de Sauterne pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans à la montée? Est-ce que c'est un choix technique parce que c'était une expérience, je pense, des premières, donc vous avez pris des rhums vieux qui étaient déjà donc, vieux en finition? Mais est-ce que c'est un choix de rester sur ce modèle-là, de ne pas faire une double maturation, une maturation complète dans le fût, par rapport aux arômes peut-être qui vont être retrouvés différents? Ou est-ce que en fait, c'est prévu de peut-être faire une maturation 100% par exemple fût de whisky pour le fût de cognac, un classique fût de Sauterne pour voir un peu le résultat? Alors effectivement, les finitions c'était une expérience et en fait l'idée c'était de pouvoir sortir le produit dans un délai relativement court. Finition, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc le choix a été fait de sélectionner un lot qui a déjà obtenu, bon à l'époque c'était 10 ans, qui avait déjà fait le vieillissement classique HSE en fût de Bourbon avant de lui passer en finition. Et ensuite nous sommes restés sur ce choix-là parce qu'en fait, je veux dire, notre choix en matière de technique, c'est effectivement, on va dire, le séjour, la totalité de nos rhums en fait commence leur séjour en fût de Bourbon. Ça va être soit des fûts neufs, soit des fûts qui ont déjà connu un passage, 2 passages, 3 passages. Alors nous, on a la chance d'avoir un budget fût assez important et on a fait le choix de travailler 100% en fût neuf. Alors quand je dis 100% en fût neuf, c'est-à-dire qu'on achète des fûts qui n'ont jamais connu d'autres spiritueux.
donc des fûts de Bourbon des États-Unis. Et on va les réutiliser. C'est pour ça que j'ai parlé de un passage, deux passages, trois passages. Donc le socle de notre technique de vieillissement, c'est ce passage en fût de Bourbon dans un premier temps, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ensuite, on sélectionne le lot qui va bien pour le passer, pour les finitions de finition, pour les extra vieux dans du chêne français, pour le magnum dans des fûts de vin, le magnum de Scoras. Mais notre socle de vieillissement, c'est d'abord les 3 premières années, sinon plus, dans les fûts de Bourbon. Alors après, pour sélectionner un lot, effectivement, il y a un travail à faire pour que la première extraction de tanin ne soit pas trop puissante, pour que quand on va le passer dans le fût de finition, qu'il y ait encore quelque chose qui va venir modifier, et arrondir le produit et lui donner cette particularité et ce goût différent des autres références. Donc un assemblage avec un certain pourcentage de fût neuf, de fût de 1 passage, de fût de 2 passages, c'est là tout le jeu du maître l'échelle. Et pour finir sur les finitions, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'évolution de la gamme? Parce que par exemple, alors j'ai mon voisin qui a eu, je pense, la toute première bouteille de whisky finish, il a trouvé à Saint-Martin, qui était pas mal, qui était très porté whisky, avant justement les finitions du monde qu'on a connues il y a 2 ans, 3 ans. Ça passe vite. Exactement, ça fait un petit moment, non, ça fait plus que ça. Mais je pense que c'est peut-être le premier whisky finish que vous avez sorti, qu'il a eu. Effectivement, les 2 premières finitions, c'était les Islay et les Highland. Voilà. Non, mais même avant celui-là, je crois qu'il a trouvé un Islay qui était sorti avant, quand vous avez sorti vous avez sorti toute une gamme en même temps avec le Porto, etc. Et lui, je crois qu'il a trouvé une version Saint-Martin qui est juste avant. Parce que c'est pas la même bouteille que moi j'avais. Et elle était sûrement 70 centilitres. Et l'année n'était pas la même. Et je lui ai dit, ça doit être la première version. Parce que quand j'ai eu l'Islay après, la mienne, je trouve qu'elle était beaucoup plus finie. Elle était beaucoup plus travaillée. Donc je lui ai dit, certainement, ça doit être une première édition qu'il a eue. Et moi, j'ai eu la nouvelle. Et alors, la question était par rapport justement, on a vu que vous n'avez pas ressorti les mêmes choses. Vous avez évolué la gamme. Là, vous travaillez avec Roselier, avec Itoman. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, un peu de l'évolution de la gamme? Est-ce que c'était un choix de changer complètement de partenaire pour essayer d'autres choses ou... Voilà. Alors, effectivement, les finitions whisky ont commencé en 70 centilitres et ce sont des millésimes. Donc, c'est une année. Et effectivement, à chaque nouvelle mise en bouteille, je veux dire, il y avait une nouvelle année, donc le produit était forcément différent. Parce que l'eau de base qui a servi à cette finition était différente. Donc c'est pour ça que c'était des millésimes, des années différentes. Ensuite, le choix commercial a été de passer en 50 centilitres. Et en fait, nous, ces premiers fûts-là, c'était des fûts d'occasion d'une première rencontre pour les tout premiers avec un distillateur, un producteur de whisky en Angleterre. Mais je dirais, le partenariat n'a pas duré. Donc, plutôt que de travailler avec des vendeurs de fûts d'occasion, on va dire, sans origine, parce que ça brasse beaucoup, nous avons fait le choix de travailler avec des partenaires, des gens qui veulent associer leur nom à la marque HSE et qui échangent avec nous, qui dégustent les produits en cours de finition. Et c'est pour ça que nous nous sommes rapprochés de Roselière et de Kikoman pour faire évoluer la gamme vers ces nouveaux partenaires. Et c'est pareil pour les autres finitions telles que la Tour Blanche et Marquis de Terre. Ce sont des personnes avec qui on échange beaucoup, qui viennent ici, on va chez eux pour travailler ensemble. Mais en plus, c'est appréciable d'avoir pris en plus des whisky français pour faire cette nouvelle finition. C'est très appréciable pour le terroir, parce que du coup, on a 2 finitions whisky. Alors même si les noms, pour le grand public, ça ne sonne pas très français, mais ce sont bien 2 whisky français qui ont été sélectionnés par HSE. Donc très beau partenariat. Et puis peut-être que vous avez changé de partenaire, alors, vous allez rester peut-être avec eux, changer. On vient de commencer. C'est la première finition Kikoman, c'est la première finition de Roselière. Donc je pense que ça va durer un petit moment.
Si une nouvelle soumission est liable, ce sera peut-être autre chose. D'accord, donc la porte est ouverte. Si les gens veulent bosser avec vous, en tout cas, ils peuvent vous contacter pour. Tout à fait. Vous savez, vous pas avoir. Mon frère a été voir un distillateur de whisky breton. J'ai toujours du mal à prononcer, c'est Nengola. Et en fait, ça s'appelle Mesque. Et après, le nom c'est Nengola. Et en fait, il fait donc du whisky à base de blé noir. Et c'est vraiment surprenant, c'est très intéressant. Et mon frère lui a parlé justement des rhums de Martinique qu'on fait en finition whisky. Donc justement, il est très fan du Highland d'HSE. Donc il lui a dit que ça pourrait être bien un jour de travailler avec nous. Et il était ouvert. Donc on lui a dit qu'on lui transmettra peut-être les coordonnées quand on les aura. La Bretagne, Lionel. Voilà, ça peut être sympa. Comme vous êtes déjà en France, de travailler avec un breton, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. En tout cas, c'est ouvert. Donc l'appel à projet est lancé. Est-ce que tu avais une question? Non, après, Ça vous fait la réduction de 144. ça viendra. La petite dernière, alors du coup, je vais poser la question de Mikey. Alors, on voulait vous demander, alors, est-ce que vous attendiez en fait au succès du Black Sheriff? Parce que c'est pas secret pour personne, le Black Sheriff ça a explosé, c'est vraiment le rhum qui s'est vendu, on va dire, comme du petit lait. Donc, est-ce que vous attendiez quand vous avez sorti la gamme un tel engouement sur le Black Sheriff? Et puis, comment vous avez du coup, est-ce que ça a changé votre perception sur votre travail? C'est-à-dire, est-ce que vous avez plus misé dessus en disant je vais beaucoup travailler celui-là puis un peu moins que les autres? Ou est-ce que je fais comme si dans les tests, c'est un rhum fait d'une façon, je continue à faire de la même façon? Est-ce que je l'améliore? Est-ce que je change des choses? Est-ce que je n'y touche pas? Parce que ça va être compliqué quand le grand public a énormément aimé quelque chose et qu'on va le modifier. Donc comment entre guillemets, comment vous le vivez? Comment c'est... Alors effectivement, le Black Sheriff, on va dire que c'était normalement un one-shot launch. C'était une fin d'année, je ne sais plus exactement, mais c'était une fin d'année et on a dit on fait un lot différent de notre VO pour sortir une bouteille décorée pour la fin de l'année. Ce sera voilà, surprise de fin d'année. Et bien sûr, vu le succès que ce lot a remporté, notre direction n'a pas souhaité se priver d'un produit à succès. Voilà, il a d'ailleurs un tout nouvel habillage. Oui, alors on a vu que la communauté était un peu divisée, parce qu'il y a des gens qui étaient très attachés à la bouteille noire, d'autres qui pouvaient voir le rhum, etc. Mais ça a été un choix vraiment. Alors Cyril l'avait un petit peu expliqué, mais c'est vrai que ça a été un choix, je pense, fort. Après, on sait que forcément en packaging c'est compliqué des fois d'avoir certaines bouteilles, parce qu'elles ne sont pas produites en Guadeloupe, Martinique, elles sont produites en France, donc vous les commandez, etc. On s'est dit que c'est peut-être compliqué d'avoir des bouteilles comme ça, ou est-ce que c'est un choix vraiment d'avoir... Je dirais que c'est un mélange un peu de tout, parce qu'effectivement, une bouteille décorée, c'est un créneau de fabrication difficile à obtenir chez un fabricant. C'est un tarif différent. Et les remontées, effectivement, sont vraies. Il y a ceux qui aimaient la bouteille noire, mais il y en a d'autres qui, effectivement, ils disaient on ne voit pas le produit. Donc, en mélangeant tout ça et devant, je dirais, l'augmentation des volumes à produire, il a été fait le choix de passer en bouteille transparente avec le packaging et la superbe étiquette qu'on y a associée. De toute façon, on rassure les auditeurs, c'est toujours le même rhum, mais toujours aussi bon, donc n'ayez pas peur. Gardez à la limite l'ancienne bouteille, et puis vous transvasez, c'est écologique, du coup, mais c'est toujours le même rhum, donc ne vous inquiétez pas. Le maître de chef vous rassure. On a mis au point d'honneur, effectivement, à quand même garder la recette entre guillemets de base, même si il a fallu légèrement la modifier, parce que faire une cuve, un lot, ça demande donc un certain volume de rhum, avec un pourcentage en fût neuf, comme je vous ai expliqué, un pourcentage en fût neuf, tout ça. Faire du Black Sheriff toute l'année, c'était plus possible de mettre le même pourcentage de fût neuf, par exemple. Mais on a toujours essayé de faire au mieux pour que le produit reste hors du commun et ne ressemble pas surtout à notre zéro classique de 3 ans, de 3-4 ans. Ouais. Peut-être la dernière question, quel est le rhum sur lequel vous avez le plus de plaisir à travailler, personnellement? Je dirais que c'est le produit le plus complexe à reproduire comme ça année après année, c'est le XO. Donc c'est effectivement le rhum qui demande le plus de travail.
travail, mais qui aussi donne le plus de plaisir. L'XO, c'est un assemblage complexe de fûts de whisky, enfin bourbon, de fûts avec des chauffes particulières, des fûts en chêne français, en chêne américain, et avec des comptes d'âge différents. Donc, voilà, la complexité du produit fait que c'est celui qui lui donne le plus de plaisir à travailler. Et le résultat final, c'est les multiples médailles d'or qu'il a obtenues. HSE se veut de toute façon novateur, hein, c'est sûr qu'il y aura forcément de nouvelles choses à venir. On est une maison qui a vraiment ce caractère innovant. Ouais, on peut même dire que vous cassez un peu les codes. Vous ne restez pas dans la transition très tranquille, vous bougez un peu les choses et puis vous forcez un peu les concurrents aussi à s'y mettre. C'est vrai qu'on va pas se le cacher, depuis que vous avez fait Définition du Monde, les concurrents, quel que soit le pays, se lancent dans Définition, etc. Donc c'est vrai que vous avez un peu lancé un mouvement. C'est vrai qu'on a effectivement cette aura de précurseur. Non, ce qui est très bien. Pour les cuvées premium, on était les premiers au monde à avoir lancé les cuvées premium, les Finitions du Monde, beaucoup ont suivi. C'est vrai qu'elles connaissent beaucoup de succès et on est ravis. Oui, mais c'est vrai que des fois ça peut être trompeur parce que quand j'ai connu HSE, je vous ai connu par les Finitions du Monde parce que moi c'est le whisky finish. Quand j'ai vu, tiens, il y a un roman whisky finish, ça va être super intéressant. Et puis le marketing vous êtes très bon parce que moi, le fait d'avoir des petites boîtes de plusieurs couleurs, ça sautille aux yeux. On se dit tiens, j'ai envie d'avoir la couleur rose, le vert, etc. J'ai trouvé ça génial et depuis j'avais acheté quasiment tous les finishes à l'époque. C'est bien après que j'ai découvert qu'ils faisaient du blanc. C'est peut-être bête, mais ils faisaient du blanc et qu'ils faisaient des vieux normaux. Voilà, c'est justement avec les collègues du club, etc. Ils disaient moi j'ai acheté en 2004, moi j'ai acheté un X1, ils font du rhum normal. Je pensais que c'était distillerie peut-être 100% finition. Mais c'est ce qui est intéressant aussi, nous en boutique, de pouvoir mettre en valeur ces couleurs et ces différentes gammes, parce qu'en fait, vraiment, ce qui caractérise aussi HSE, c'est ce travail du fût, du bois, du fût, mais vraiment dans toutes ses dimensions, que ce soit l'origine du fût américain, du fût français, que ce soit la contenance. On travaille sur des fûts de 400 litres, on travaille sur des foudres, on travaille sur des micro-fûts de 55 litres. Voilà, il y a plein de choses, le niveau de chauffe, le niveau de maturation, etc. Donc c'est vraiment un travail qui pour nous apporte beaucoup de plaisir après en dégustation et en variabilité c'est hyper intéressant. C'est effectivement cette multitude de provenance, d'origine des chênes, cette multitude de formats, 55 litres, 200 litres, 225, 300, 400, 500, 600, jusqu'à 600, qui nous permet effectivement de faire du travail de recherche et de différenciation. Parce que certes la gamme est étendue, mais chaque produit a un goût tout à fait caractéristique. Des fois c'est vraiment très marqué, mais effectivement c'est un parti pris d'avoir une couleur, un parti pris et un goût particulier. Voilà. Ça c'est bien d'avoir du caractère. Voilà. C'est vrai que chez vous on peut reconnaître tout de suite un Porto finish, un Sultan finish, un whisky finish, et en plus même entre l'ancien Islay et Highland, on reconnaissait tout de suite que c'était pas la même chose. On se disait celui-là un petit peu plus fumé, celui-là un petit peu plus doux. Alors j'ai pas encore goûté le roselier. J'ai acheté que le Kikoman, je n'ai pas encore goûté le deuxième, je vais voir comment il est, mais c'est vrai qu'il y a une identité propre et c'est appréciable. Même sur la canne d'or, elle est vraiment très parfumée, elle est particulière. Alors la canne d'or, effectivement, qui a donné le parcellaire, c'est en fait effectivement cette mono-variété, donc sur la plantation du Gros-Marne, et qui a été distillée, enfin fermentée d'abord et distillée avec soin, pour tirer, je dirais, la bravo à notre distillateur, pour tirer le meilleur du rhum blanc à 55 degrés. Bon, après il y a eu la réduction et la réduction à 55 degrés, mais cette variété de cannabis plus la technicité en fermentation et en distillation a donné effectivement un excellent produit. La différence avec la cuvée,
là, cette année 2016, c'est le soin et le temps que nous prenons à la mise au degré de commercialisation. Puisqu'en sortie de colonne, effectivement, on a un rhum à 72 degrés. Donc on sélectionne, on va dire, entre guillemets, la meilleure cuve de la saison. Et ensuite, on sélectionne un certain volume. On ne fait pas 5 litres de cuvée tous les ans. On sélectionne un certain volume et on va prendre soin à réduire degré après degré ce rhum, le brasser, l'aérer, le laisser reposer et continuer 2 semaines après, un an après, en redescendant degré. Et on prend notre temps pendant 2 ans minimum pour arriver au degré de commercialisation 2 ans. Et c'est cette finesse de la réduction, ce temps pris pour la réduction, ces temps de brassage, d'aération et de repos qui je dirais, sublime le produit. Merci beaucoup. De toute façon, on se retrouve au chai tout à l'heure pour la suite du reportage. Donc la plupart des fûts, c'est des fûts de 200 litres chêne américain, type Bourbon. Vous avez isolé le toit? Oui. Pour qu'il y ait un peu moins de part des anges? Voilà, tout à fait. Ils ont soif, les enfants. Vous gardez un petit peu de fraîcheur. Aux Antilles. Et puis, donc, la majorité des fûts, bien sûr, c'est des chênes américains. Surtout que c'est eux qui sont la base, le socle, on va dire, commun à toutes nos références. Et puis après, vous avez les fûts spéciaux, Château, La Tour Blanche, Marquis de Terre. Vous avez des chênes français qui sont sur les couchers là. Et voilà. Bon, on vient de recevoir des tonneaux qui bouchent un peu le passage. Ce sont des tonneaux vides pour l'instant? Ce sont des tonneaux vides, justement pour la finition en Porto. Porto Tommy. Donc, Porto blanc. Future nouveauté alors, du coup. Voilà. Quelques-uns pour stocker, on va dire, les fûts un peu plus spéciaux que les autres. Ah. Donc, ce qui est là, c'est des fûts très intéressants du coup. C'est du chêne français très intéressant. Bon, à venir. Je vais aller prendre la pipette et un petit verre, on va... Et du coup, par contre, j'ai remarqué que vous ne mettez pas forcément à la craie. Bon, il y a les petites étiquettes à glaner pour. Alors, on a un double étiquetage. Il y a une étiquette avec le numéro de l'eau du fût et une étiquette avec le rhum blanc que l'on a mis dedans. Donc, l'étiquette avec le numéro de l'eau de fût, comme ici, 2016. C'est des fûts achetés en 2018 et on va dire que c'est le 16e arrivage entre guillemets de fûts sur notre habitation. Donc on les numérote et on sait qu'il y a 210 fûts dans ce lot-là. Là c'est le fût numéro 206. Cette étiquette-là elle ne bouge jamais. Comme ça on a l'historique du fût à chaque fois qu'on le touche, qu'on le vide, qu'on le remplit à nouveau et tout. On a une traçabilité de l'historique du fût. Et ensuite, on met le lot du rhum en question. Donc là, c'est du rhum blanc de 2019 qu'on a mis dans ce fût-là en juillet 2019. Bourbon, spirit et le WC, c'est quoi? C'est un fût qui va pas aux toilettes? C'est le nom du tonnelier. D'accord. World Corporate. Ok. Vos fûts en moyenne sont à quoi? À 300 litres? Non, la majorité des fûts, c'est 200 litres. 200? 200, ok. 200 litres. Ça, c'est un choix ou pas spécialement? Je dirais que c'est de manière. Parce que je crois que là aussi, vous mettez jusqu'à 420, jusqu'à 650. Non, c'est de manière traditionnelle. Hein. Depuis des siècles, c'est ce qui se fait. Pourquoi? Parce que justement, ces fameux fûts de Bourbon, c'est les fûts qu'on retrouve sur le marché de l'occasion en plus grand nombre. Puisque quand ces messieurs font leur Bourbon, ils n'en doivent qu'à un seul passage. Donc une fois qu'ils ont enlevé, ils mettent le fût en vente. Donc toutes les maisons du monde ont toujours acheté des fûts de 200 litres. D'accord. Nous nous dirigeons ensuite vers les jardins. Nous contemplons au passage des œuvres d'art sur les bâtiments. Donc l'habitation Saint-Étienne,
La voici, donc elle s'étend, ici son parc en tout cas s'étend sur 5 hectares. Donc à la base, ici c'était une sucrerie qui s'appelait La Maugée. Et donc cette sucrerie a été transformée en distillerie en 1882 par un bâtisseur, un ingénieur de l'époque qui s'appelait Amédée Aubéry et qui a effectivement construit tous les bâtiments que vous avez pu voir qui étaient très ingénieux pour l'époque, dont le bâtiment avec les 28 fenêtres arquées qui assure pour les barriques une ventilation optimale, sachant que là-bas à l'époque il y avait, donc vous avez vu, la machine à vapeur, tout l'outil industriel. Voilà, la marque Saint-Étienne, Rhum Saint-Étienne, du coup est apparue en 1883 et donc elle a connu petit à petit et voilà, et sur un temps quand même assez mesurable beaucoup de succès. Ici en local, elle est passée donc dans les mains d'autres familles, mais en tout cas elle a été leader du marché local jusque dans les années 70. Donc c'était vraiment un rhum très ancré ici, très apprécié et fin des années 70, il y a eu un déclin au niveau de la consommation du rhum, l'arrivée aussi d'autres spiritueux qui concurrençaient le rhum a fait qu'il y avait moins de demandes. À cette époque-là, donc fin 1970, l'habitation appartenait à la famille Dormois, qui est aussi propriétaire de la Favorite à Fort-de-France. Ils ont préféré en fin de compte certainement privilégier l'habitation familiale, la Favorite, et puis c'est en 1994 que José et son papa Yves Ayotte ont racheté l'habitation, sachant que le rhum, la production de rhum avait stoppé ici à Saint-Étienne en 1988. Donc ça faisait presque 6 ans, 7 ans que l'habitation était sans activité. Voilà, sans activité, un peu laissée à l'abandon. Et donc quand ils ont racheté, comme je disais, ils étaient déjà propriétaires d'une distillerie, celle du Simon, qui se trouve sur la commune du François. Et ils ont souhaité vraiment réhabiliter, valoriser, faire de ce patrimoine historique quand même très représentatif aussi de la Martinique, que ce soit pour le bâti, mais aussi pour cette végétation luxuriante, typique Nord-Caraïbe. Ils ont souhaité vraiment valoriser l'existant et ne pas reconstruire, ne pas casser, ne pas reconstruire. Voilà. Donc il y a eu un gros travail de réhabilitation. Tous les bâtiments à partir de 2006 ont été classés, petit à petit, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et nous sommes très fiers depuis l'année dernière d'avoir 2 bâtiments qui sont classés monuments historiques. Donc, que ce soit l'ancienne distillerie que vous avez là-bas sous le bâtiment et la colonne créole. Voilà. Donc là, on va rentrer dans le jardin de l'habitation. Le jardin, donc, il fait 5 hectares. Voilà, et le jardin, donc ce beau jardin a été lui aussi restauré. C'était pas comme ça, 94. Imaginez déjà quand on passe à pelouse pendant un mois, donc imaginez pendant 6 ans. Pour en faire ce qu'il est aujourd'hui, donc c'était un énorme travail. On a 3 jardiniers ici qui travaillent à temps plein. Et ce jardin, donc pour ses intérêts botaniques, historiques, de par le canal qui est à l'intérieur artistique, puisque vous allez voir des sculptures assez monumentales à l'intérieur, est classé depuis 2015 jardin remarquable. Voilà, ça remercie, ça félicite en tout cas les plus beaux jardins de France. Donc on est très fiers de vous le faire visiter. C'est parti ? On vous suit.
terminons cette visite dans les jardins au bord de la rivière, autour de tous ces arbres préservés et magnifiques. Nous remercions toute l'équipe d'HSE, surtout Sophie et Lionel, pour leur visite et la dégustation. Un grand merci à toute l'équipe d'HSE qui nous a très bien reçus. You